Mon père a oublié de mettre fin à l'appel, alors j'ai entendu leur conversation. Ce vieil homme ne survivra pas un jour après notre surprise de Thanksgiving, a-t-il dit. Maman a ajouté, le manoir sera à nous. J'ai appuyé doucement sur le bouton pour terminer l'appel et j'ai composé un numéro. 5 jours plus tard, grand-père est arrivé pour le dîner, mais il n'était pas seul. Leur visage ont pâli, je n'étais pas censé l'entendre. Papa a oublié de terminer l'appel. Et soudain, sa voix a rempli ma chambre, froide, calme, terrifiante. Ce vieil homme ne tiendra pas un jour après notre surprise de Thanksgiving. Puis le rire de maman a suivi. Le manoir sera à nous avant Noël. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de grand-père Henri, mon grand-père milliardaire. Un instant, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Mais ensuite, la voix de papa est devenue plus basse. Assure-toi que le vin est prêt. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une blague. C'était un plan. J'ai mis fin à l'appel, tremblante, et j'ai composé un autre numéro. Grand-père, c'est moi. S'il te plaît, ne viens pas dîner. Il a fait une pause, puis a dit doucement, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je serai là, et je ne serai pas seul. 5 jours plus tard, quand il est entré dans notre salle à manger, mes parents se sont figés et leurs visages sont devenus pâles. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. La famille Carter, élégante, riche, inébranlable. Papa gérait l'une des succursales immobilières de grand-père. Maman organisait des événements caritatifs et souriait sur toutes les photos. Et moi, j'étais la discrète, la fille qui croyait que nous avions de la chance. Après la mort de grand-mère l'année dernière, grand-père Henri est devenu plus silencieux, plus renfermé. Papa disait, il est vieux, Émilie. Il a besoin de nous. Nous allons rendre cette année spéciale pour lui. Alors, quand il a suggéré d'inviter grand-père pour le dîner de Thanksgiving, j'ai trouvé ça adorable. Maintenant, je vois ce que c'était. Un appât. La semaine précédant les vacances, notre manoir à Portland s'est transformé en décor de théâtre. Maman aboyait des ordres à la gouvernante. Pas de poussière, pas de taches. Henri Carter remarque tout. Papa était obsédé par le menu et le vin. Il adore son cabernet. Assurez-vous qu'il soit parfaitement vieilli. Tout devait paraître impeccable. L'illusion de l'amour cachant la pourriture en dessous. Je les ai regardés répéter la gentillesse. Maman s'entraînait à son rire doux devant le miroir. Papa répétait ses répliques charmantes. Henri, tu as perdu du poids. Tu as l'air d'avoir 20 ans de moins. C'était écœurant. Un soir, alors qu'ils discutaient du plan de table, j'ai demandé prudemment, Papa, pourquoi es-tu si nerveux? C'est juste la famille. Il a souri trop vite. Parce que la famille mérite le meilleur de nous-mêmes. Mais quand je suis passé devant son bureau plus tard, j'ai aperçu l'écran de son ordinateur, un document intitulé « Projet de transfert de titre de propriété ». Ma poitrine s'est serrée. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Peut-être du travail juridique, peut-être de vieux dossiers. Mais chaque fois que je les entendais chuchoter, chaque fois que maman mentionnait de nouveaux départs, je sentais le sol se fissurer sous mes pieds. Le mardi soir, maman a dit, quand grand-père arrivera, tu lui verseras le premier verre de vin. Tu es sa préférée. Il ne se doutera de rien. J'ai souri faiblement, faisant semblant de ne pas comprendre. Mais à l'intérieur, je hurlais. Quand je me suis couché ce soir-là, fixant le plafond, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. J'avais déjà appelé grand-père une fois, je l'avais prévenu. Mais maintenant, je devais croire qu'il pensait ce qu'il disait, qu'il serait prêt. Et pourtant, une partie de moi espérait encore que je me trompais, que peut-être, juste peut-être, mes parents n'étaient pas aussi monstrueux que je le craignais. J'ai fixé mon téléphone pendant près d'1 heure avant de trouver le courage de l'appeler. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. Quand grand-père Henri a répondu, sa voix était calme. Trop calme. Émilie, ma chérie, il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-père? Ma gorge s'est nouée. S'il te plaît, ne viens pas au dîner de Thanksgiving. Il y eut un silence. Long, lourd. Pourquoi pas? J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai chuchoté les mots qui me hantaient depuis des jours. Papa et maman, ils préparent quelque chose. Quelque chose de terrible. Je les ai entendus. Il ne m'a pas interrompu.
Il n'avait même pas l'air surpris. Raconte-moi exactement ce que tu as entendu. Alors je l'ai fait. Chaque mot. Ce vieil homme ne tiendra pas un jour après notre surprise de Thanksgiving. Le manoir sera à nous. Quand j'ai fini, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Une autre pause. Puis doucement. Tu as bien fait, Émilie. Je suis fier de toi. Tu me crois? Elle chuchotait. Bien sûr. J'ai vu la façon dont il me regarde ces derniers temps. La cupidité a une façon de se montrer. Ça m'a brisé. Des larmes ont coulé sur mon visage. En partie de peur, en partie de soulagement. S'il te plaît, grand-père, va quelque part en sécurité. Ne viens pas ici. Non, dit-il fermement. Si je fuis, il gagne. Je viendrai, mais pas seul. Pas seul. Ne t'inquiète pas pour ça. Agis normalement. Laisse-les penser que tu ne sais rien. Avant que je puisse en demander plus, il a raccroché. Le lendemain matin, l'émotivité de maman m'a retourné l'estomac. Ton grand-père a confirmé qu'il venait. N'est-ce pas merveilleux? Son sourire était un poison enrobé de sucre. Papa l'a embrassé sur la joue en murmurant, « Bien. » Tout se déroule comme prévu. Ils ne m'ont pas remarqué debout dans l'embrasure de la porte, figé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant la pluie contre ma fenêtre. Chaque coup de tonnerre ressemblait à un compte à rebours. Je me suis repassé les derniers mots de grand-père encore et encore. Je viendrai, mais pas seul. Qui amènerait-il? Un ami, son avocat, la sécurité, et surtout, est-ce que ce serait suffisant? Parce que quelque chose dans le ton de papa me disait que quelle que soit la surprise qu'ils avaient préparée, ce n'était pas seulement du poison dans un verre. C'étaient des années de ressentiment qui finissaient par déborder, et dans 5 jours, ça exploserait à notre table. Le matin de Thanksgiving est arrivé, mais l'air dans notre maison semblait lourd, empoisonné. Maman fredonnait dans la cuisine, un air joyeux qui ne correspondait pas à l'obscurité dans ses yeux. Émilie, mets la table, ma chérie. Tout doit être parfait quand ton grand-père arrivera. Sa voix était vive, presque éclatante comme un projecteur sur une scène de crime. Papa faisait les 100 pas près de la cheminée, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Il n'est jamais en retard, marmonna-t-il. Henri est trop fier pour faire attendre qui que ce soit. Chaque mot dégoulinait de quelque chose de vif, d'attente. De la peur? Je ne pouvais plus le dire. Les traiteurs sont arrivés vers midi. L'odeur de la dinde rôtie, de la cannelle et du beurre a rempli la maison. Normalement, cette odeur signifiait chaleur et famille. Aujourd'hui, elle me tordait simplement l'estomac. Maman flottait dans la cuisine comme une artiste répétant son dernier acte. Les verres à vin alignés, dit-elle, en ajustant un de quelques millimètres. Les bougies allumées juste avant son arrivée. Et Émilie, souviens-toi, un sourire. J'avais envie de crier, sourire, pendant qu'il prévoyait de le tuer. Vers 16h30, je me suis glissé dans ma chambre pour envoyer un texto à grand-père. Est-ce que tu viens toujours? S'il te plaît, dis-moi que tu es en sécurité. Pas de réponse. Les minutes se sont transformées en 1 heure. Dehors, le soleil a commencé à se coucher, projetant de longues traînées oranges sur les sols en marbre du manoir. Papa se tenait près de la fenêtre, fixant l'allée. Il est en retard, dit-il, la mâchoire crispée. Il nous fait attendre, répondit froidement maman. Il a toujours aimé contrôler la pièce. Puis, à 18h précises, des phares sont apparus à travers le portail d'entrée. Maman a redressé son collier de perles. C'est l'heure du spectacle, a-t-elle murmuré. La sonnette a retenti. Papa a ouvert et s'est figé. Grand-père Henri se tenait là, grand comme toujours dans son pardessus sombre. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière du porche. Mais il n'était pas seul. 2 personnes sont entrées derrière lui, une femme en tailleur bleu marine et un homme avec une oreillette. Richard, Hélène, dit doucement grand-père. Voici mademoiselle Holloway, mon avocate spécialisée en succession, et monsieur Rhodes, mon chef de la sécurité. Maman cligna des yeux. La sécurité pour le dîner de Thanksgiving? Oh, juste une précaution, répondit grand-père avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Après tout, on n'est jamais trop prudent avec la famille de nos jours. Les mots ont tranché l'air de la pièce.
Papa a forcé un rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je plaisante rarement au sujet de mon testament, a déclaré grand-père. Il est passé devant eux pour entrer dans le salon, scrutant tout, la table, les verres, même la bouteille de vin qui attendait à côté de la carafe. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Il a fait un léger signe de tête, presque invisible, mais suffisant pour que mon cœur se calme pour la première fois depuis des jours. Le dîner allait commencer, mais ce n'était plus une réunion de famille. C'était un champ de bataille déguisé avec des serviettes en lin et des chandelles. Nous étions assis à table comme des acteurs piégés dans une scène à laquelle nous ne pouvions échapper. La lumière dorée du lustre scintillait contre les verres en cristal, donnant à tout un air parfait, trop parfait. Même l'air semblait répété. Grand-père était assis en bout de table, calme, presque royal. Maman et papa étaient assis en face de lui, leurs visages étirés en sourires polis. J'étais assise entre eux, la seule à connaître la vérité des deux côtés. Alors, commença grand-père, découpant la dinde lentement, délibérément. Richard, j'ai entendu dire que le bureau de Portland a toujours des difficultés. Est-ce vrai? Papa se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nous nous en occupons. Ces choses prennent du temps. Ah, murmura grand-père. 30 ans de mon travail et toujours aucun progrès. Curieux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le tic-tac de l'horloge semblait fort. Maman s'éclaircit la gorge. Henri, peut-être devrions-nous simplement profiter du dîner. Pas de discussion d'affaires ce soir. Bien sûr, dit grand-père en souriant légèrement. Tu as raison, Hélène. Parlons plutôt de famille. Il tourna son regard vers moi. Émilie, ma chère, pourquoi ne verses-tu pas le vin? Tu as tellement grandi. J'aimerais voir à quel point tes mains sont stables. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai attrapé la bouteille, mes doigts tremblant légèrement. Le liquide rouge rubis coulait doucement dans chaque verre. Quand je suis arrivé à celui de grand-père, il a levé une main. Permets-moi, dit-il doucement. Il m'a pris la bouteille, s'est servi, puis a échangé son verre avec celui de papa, presque trop nonchalamment. Personne d'autre ne sembla le remarquer, mais moi si, tout comme l'avocate de grand-père, mademoiselle Holloway, dont les yeux se sont levés juste une fois, comme pour confirmer quelque chose. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis grand-père a posé sa fourchette, son ton faussement calme. Tu sais, Richard, quand ta mère était en vie, elle disait, Thanksgiving, c'est la gratitude, c'est apprécier ce que nous avons, pas prendre ce qui ne nous appartient pas, le sourire de papa vacilla. Nous apprécions tout ce que tu nous as donné, dit-il. N'est-ce pas, Hélène? Bien sûr, dit maman rapidement, sa voix trop aiguë, trop rapide. Bien, répondit grand-père. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à qui mérite de le transmettre. Il me regarda droit dans les yeux. Émilie a de l'intégrité. Elle ne ment pas. Elle ne vole pas. L'air se craquela. La main de papa se resserra sur son couteau. Que insinues-tu exactement? Grand-père se pencha en arrière, tout à fait calme. Je n'insinue rien, Richard. Je te rappelle simplement que la cupidité a des conséquences. Puis il leva son verre. À la famille, dit-il. Papa hésita, mais leva son propre verre, celui que grand-père avait échangé. Il but à grandes gorgées. Pendant une fraction de seconde, tout fut immobile. Puis la couleur quitta son visage. Quoi? Que as-tu fait? Grand-père sourit légèrement. Rien de grave, juste un petit avant-goût de ce que l'on ressent quand la confiance est empoisonnée. La main de papa tremblait alors qu'il s'agrippait au bord de la table. Son visage est devenu d'un blanc fantomatique. Quoi? Que as-tu mis dans mon verre? Grand-père se pencha légèrement en avant, la voix froide et délibérée. Détends-toi, Richard. Ce n'est pas du poison, juste un léger sédatif. Tu iras bien dans quelques minutes. Mais au moins, maintenant tu sais ce que ça fait d'être impuissant. Maman se leva d'un bond. Henri, comment oses-tu? C'est de la folie. Vraiment? Le regard de grand-père la transperça. Où est-ce la justice? Sa voix tremblait. Tu ne peux rien prouver. Tu ne peux pas, en fait, l'interrompit-il doucement, hochant la tête vers le bout de la table. Je peux, monsieur Rhodes.
L'homme en costume noir tapota sa tablette. Une vidéo commença à jouer sur l'immense télévision de la salle à manger derrière nous. Le son remplit la pièce. Des voix reconnaissables. Papa, ce vieil homme ne tiendra pas un jour après notre surprise de Thanksgiving. Maman, le manoir sera à nous. Le son de leur rire résonna dans la salle à manger. Le visage de maman se vida de toutes couleurs. Papa resta assis, figé, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Où as-tu eu ça? Murmura-t-il. Vos téléphones, dit froidement grand-père. Je ne les ai pas mis sur écoute. Vous avez oublié de raccrocher. Émilie a tout entendu. Elle m'a appelé juste après. Leurs deux têtes se tournèrent brusquement vers moi. Tu lui as dit, siffla maman. J'ai sauvé sa vie, ai-je rétorqué. Quelqu'un devait le faire. Papa frappa du poing sur la table. Espèce de stupide fille. Tu as tout gâché. Non, dit grand-père en se levant. Vous vous êtes gâché vous-même. Mademoiselle Holloway ouvrit un dossier en cuir et commença à étaler des papiers sur la table. Son ton était net et inébranlable. À compter de ce matin, Monsieur Henry Carter a transféré la pleine propriété du manoir Carter et des propriétés connexes à une fondation caritative. La fiducie Carter sous la direction d'Emily Carter. Maman halta. Quoi? Tu le lui as donné? Pas donné, corrigea grand-père. Confié. J'ai bâti cette famille sur l'intégrité, pas sur la cupidité. La respiration de papa devint saccadée. Tu ne peux pas simplement nous effacer de tout. Nous sommes de ton sang. Le sang ne signifie rien sans l'honneur, dit grand-père, sa voix s'élevant pour la première fois. Tu voulais me tuer pour de l'argent, Richard. Ton propre père. Tu m'y as poussé, cria papa en repoussant sa chaise. Tu as toujours tout contrôlé, l'entreprise, le testament, ma vie. Et tu as tout jeté par la fenêtre. La voix de grand-père tonna à travers la table. Tu penses que ce manoir définit le pouvoir? Tu penses que le voler aurait fait de toi plus que le garçon faible et effrayé qui a toujours blâmé les autres? Maman se boucha les oreilles en tremblant. Arrêtez, vous deux. Mais grand-père ne s'arrêta pas. Vous vouliez mon empire? Bien, prenez-le. Mais vous vivrez avec ce que vous avez fait. Chaque papier, chaque enregistrement, chaque témoin, tout est prêt à être remis aux autorités. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Féroce, inarrêtable, juste. Grand-père, s'il te plaît, ai-je murmuré. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Ne pleure pas, Émilie. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la vérité. Il fit de nouveau face à mes parents. Vous aviez l'intention de mettre fin à ma vie pour ce manoir. Ce soir, je mets fin à votre droit sur celui-ci. Vous n'avez plus rien ici maintenant. Ni la propriété, ni ma confiance, ni mon respect. La voix de papa se brisa en un plaidoyer. Henri, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Vous l'avez déjà fait, dit grand-père en reculant. En me montrant qui vous êtes vraiment. Silence. Juste le faible crépitement des bougies qui se consumaient. Monsieur Rhodes fit un pas silencieux en avant. Monsieur Carter, dois-je les escorter dehors? Oui, dit grand-père. Ils n'ont plus leur place dans cette maison. Maman s'effondra en larmes alors que les gardes la guidaient vers la porte. Papa suivit, vaincu, me regardant une dernière fois. J'ai soutenu son regard, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur, seulement du soulagement. La porte d'entrée se referma derrière eux avec un clic creux et retentissant. Grand-père se laissa retomber dans son fauteuil, épuisé mais calme. La justice, murmura-t-il, fixant son vin intact. C'est le vrai cadeau de Thanksgiving. J'ai tendu la main à travers la table, j'ai pris la sienne et j'ai murmuré. Tu n'as pas seulement sauvé ta vie ce soir, grand-père. Tu as aussi sauvé la mienne. La salle à manger était silencieuse après que la porte se fût refermée en claquant. Seul le faible cliquetis du lustre se balançant au-dessus de nous rompait le calme. Mes parents, ma propre chair et mon propre sang, venaient d'être escortés hors du manoir comme des criminels. Pendant un long moment, personne ne parla. Grand-père resta assis, immobile, ses doigts touchant légèrement la nappe à l'endroit où leur verre avait été. Finalement, il expira. Je n'aurais jamais pensé devoir faire ça,
dit-il doucement. Pas à mon propre fils. J'ai dégluti difficilement, ma voix tremblante. Tu as fait ce que tu devais faire. Non, dit-il en secouant lentement la tête. J'ai fait ce qu'il m'a obligé à faire. Nous avons entendu des cris étouffés dehors. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dans l'allée, papa et maman se disputaient, les visages tordus par la rage et la honte. Leur voix résonnait contre les murs de pierre. Tu avais promis que ça marcherait, hurla maman. C'est toi qui voulais ça, rétorqua papa. C'était ton idée de l'empoisonner. Tu étais d'accord. N'ose pas me rejeter la faute là-dessus. Il se déchirait. Le couple parfait se désagrégeant sous le poids de sa propre cupidité. J'ai mis ma main sur ma bouche, mon cœur se brisant et brûlant en même temps. Ils se détruisent eux-mêmes, ai-je murmuré. Grand-père m'a rejointe à la fenêtre, son reflet à côté du mien dans la vitre. Le mal ne reste jamais uni, Émilie, dit-il doucement. Il se retourne toujours contre lui-même. Un éclair de lumière rouge et bleue perça l'obscurité. 2 voitures de police se sont arrêtées près du portail. Je les ai appelées plus tôt, dit calmement grand-père. Avant le dîner, juste au cas où. En quelques minutes, les officiers étaient à la porte. L'un d'eux, grand, calme, entra. Monsieur Carter, nous avons reçu votre rapport. S'agit-il des personnes que vous avez mentionnées? Grand-père fit un signe de tête vers l'allée. Oui, c'est mon fils et sa femme. Ils ont essayé de me faire du mal. Vous trouverez des preuves à l'intérieur. Les officiers sont partis leur parler. J'ai regardé l'expression de ma mère passer de la colère à la terreur lorsqu'ils ont ouvert son sac à main et trouvé la petite fiole en verre, la même poudre qu'elle avait destinée au vin de grand-père. Et la Carter, Richard Carter, dit un officier, la voix ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression et complot en vue de commettre un préjudice. Le cri de maman déchira l'air froid alors qu'il la menottait. Papa n'a pas résisté. Il est juste resté là, les yeux vides, murmurant, Émilie, s'il te plaît, dis-leur. J'ai secoué lentement la tête, des larmes coulant sur mes joues. Je ne peux pas vous sauver de vous-même. Alors qu'on les emmenait, le vent m'a ramené sa voix. Tu as ruiné cette famille, Émilie. Non, ai-je pensé, c'est vous qui l'avez fait. Quand les voitures de police ont disparu au bout de la longue allée, le silence est revenu, le genre de silence qui semble plus lourd que le son. Grand-père a posé une main douce sur mon épaule. Tu as été courageuse, dit-il. Plus courageuse que je n'aurais pu le demander. Ça ne ressemble pas à du courage, ai-je murmuré. Ça ressemble à tout perdre parfois, répondit-il. Il faut perdre ce qui est pourri pour sauver ce qui vaut la peine d'être gardé. Les bougies s'éteignirent une à une, et dans cette lumière déclinante, j'ai réalisé que Thanksgiving n'était plus une question de gratitude. C'était une question de survie. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est glissée dans le manoir comme si elle avait peur d'entrer. Tout était immobile, les chaises, les assiettes, la dinde intacte, des rappels figés de ce qui s'était passé. Je suis descendu pour trouver grand-père assis près de la cheminée, ses lunettes de lecture sur le nez, feuilletant des documents. Son expression était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « As-tu dormi ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux et a souri légèrement. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit ne s'est pas reposé. Le mien non plus. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était plein, plein de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. Vers midi, le téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Des voisins, des journalistes, même des membres du conseil d'administration de l'entreprise de grand-père. Le milliardaire Henry Carter survit à une tentative d'empoisonnement présumée par sa famille. Lisez les gros titres. J'ai éteint la télévision. Il n'avait pas besoin de voir ça. Plus tard dans l'après-midi, un détective est passé avec une mise à jour. Monsieur Carter, dit-il, nous avons inculpé les 2 suspects. Il y a suffisamment de preuves pour une tentative d'homicide et un complot. La vidéo et les échantillons de poudre ont été décisifs. J'ai regardé grand-père hocher la tête solennellement, comme un homme acceptant à la fois la justice et le chagrin. Et la fille, demanda doucement le détective. Grand-père m'a souri doucement. Elle n'est pas suspecte, dit-il. C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Quand le détective est parti, j'ai finalement craqué. Je ne sais pas comment me sentir, ai-je murmuré. Ce sont mes parents, grand-père.
Mais ils ont essayé de te tuer, soupira-t-il en fermant le dossier sur ses genoux. Parfois, la vérité semble cruelle, mais c'est toujours la vérité, et elle nous libère même quand ça fait mal. Les jours ont passé. Les journalistes campaient devant nos portes, avides de scandales. Mais grand-père a refusé toutes les interviews. La justice n'a pas besoin d'un public, m'a-t-il dit. Elle a juste besoin de paix. Pendant ce temps, les avocats de maman et papa ont pris contact pour des négociations de plaidoyer. Les procureurs ont offert un accord. Des accusations moins graves en échange d'aveux complets. Grand-père a accepté. Pas parce que j'ai pitié d'eux, dit-il, mais parce que je veux que cela se termine sans haine. C'est une pureté de la face matérielle. Quand le verdict est tombé 2 semaines plus tard, c'était surréaliste. 3 ans de probation, 200 heures de service communautaire dans une maison de retraite. Il leur était interdit de contacter grand-père ou moi pendant 5 ans. Les tabloïds ont qualifié cela de clément. Mais je savais mieux. Ce n'était pas de la pitié. C'était une conséquence, poétique et silencieuse. Ce soir-là, grand-père nous a versé du thé à tous les deux au lieu du vin. À la vérité, dit-il en levant sa tasse. Et à la paix, ai-je ajouté. Alors que le feu crépitait à côté de nous, j'ai réalisé quelque chose. La justice n'est pas bruyante. Elle ne punit pas toujours. Parfois, elle rétablit simplement l'équilibre et vous laisse respirer à nouveau. 1 mois plus tard, le manoir semblait différent, plus calme, plus léger, comme s'il avait enfin expiré après des années à retenir son souffle. L'hiver s'était installé sur Portland. Les jardins étaient drapés de givre, les fontaines gelées en plein jet. À l'intérieur, grand-père et moi décorions le sapin de Noël. Quelque chose que grand-mère faisait avant de mourir. Argenté ou doré, ai-je demandé en tenant 2 rubans. Argenté, dit grand-père. L'or a un goût de passé. Il sourit légèrement en plaçant le dernier ornement, une petite photo de grand-mère dans sa robe de mariée. Nous avons reculé et admiré les lumières scintillant sur les branches. Pour une fois, le silence entre nous n'était pas douloureux. C'était la paix. Après un moment, grand-père m'a tendu une petite boîte en velours. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une seule clé à l'ancienne attachée à une étiquette en laiton sur laquelle on pouvait lire « La Fondation Carter ». C'est à toi maintenant, dit-il doucement. La fiducie que nous avons créée, celle qui possède ce manoir et finance des bourses d'études. Je veux que tu la diriges. Moi, ai-je halté. Mais je ne suis pas prête. Tu le es, dit-il, les yeux doux mais fermes. Tu as vu le mal et tu as choisi le bien. Tu as défendu la vérité quand cela t'a tout coûté. C'est ce que signifie le leadership. Les larmes ont brouillé ma vision. Je lui ai jeté les bras autour du cou. Et un instant, je me suis senti de nouveau comme une enfant. En sécurité, aimée, entière. Dehors, la neige a commencé à tomber, recouvrant le monde de blanc. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas hanté par ce qui s'était passé. Je me sentais reconnaissante, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qui avait survécu. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est qui se tient à tes côtés quand le monde s'effondre. Et ce soir-là, alors que le feu s'éteignait et que grand-père somnolait dans son fauteuil, j'ai murmuré une promesse silencieuse. J'honorerai son héritage, non pas avec la richesse, mais avec la vérité. Et quand le monde regarderait à nouveau le nom des Carter, il ne verrait pas la trahison. Il verrait la rédemption. Wait, when did they get a diamond? Okay, rewind. When did they get a diamond? When did that happen? When did that happen? They use add-ons. Well, how do I get them? How did they just get a diamond? What? And they get a piece of gravel. Okay, that's kind of perfect. This is hacks. This is 100% hacks. What was that for? Just making a whole bunch of noise.
So that pie chart thing is actually in vanilla Minecraft. I'm not sure how to use it, but it basically shows what blocks are in a chunk they're standing in. That seems like hacking. I mean, it's not. It's not hacking, but like... You did some speedrunning, Bazzy? How did it go? What's your world record? Oh, this is the simple door air pocket hack. Oh, okay, what the hell is this even? How did that happen? Oh, perfectly right next to a whatever that is. Your personal best is 25 minutes? That's insane. The Bastion. I've seen the Minecraft movie as well, guys, so I think I should be pretty good. Chicken jockey! I want to see one of those. A bridge bastion. So there's different ones. Also, yes, not hacking at all, just using the info provided to you in the game. This is true, and I'm just projecting. I apologize. I'm projecting because I don't know and I feel insecure. Do you even eat that fish? This is your favorite, Bazzy? Your favorite, What the hell? Party? They're doing something suspicious down there. Oh, he has ender pearls. Dude, what the hell? I want to have a friend group like that, bro. One thing as well is, how does this guy genuinely even know what he's doing? Like, how is he maintaining information in his brain at this speed? You project too? Okay, I'm glad to know that I'm not alone. Oh, and there's a nether fortress right there. There's a nether fortress right there. Is this skill or is this luck? Someone tell me, be honest. They do this a million times. True. This is peak unemployment. I respect that. Oh, he just teleported into the lava. Wait, how is he not taking any damage? Is this like, to get like a seed like this, is this like genuinely the craziest thing to ever happen to someone? Like, this seems... Seeded run, he went straight to the treasure chest. See, I'm learning.